Alors, pour ceux qui ne sont pas abonnés à la politique, qui est notre lettre d'information, si vous voulez savoir les dates de nos conférences, vous pouvez le voir en allant sur notre site nationalisme, français, sans CCD, donc franquet.com. D'accord? Donc là, vous pouvez voir toutes nos activités avancées. Merci aux nouveaux venus. Ce que j'ai plaisir, c'est de voir de plus en plus de jeunes. Et ça date d'environ un an et demi à peu près que ça a commencé. Que je vois apparaître de plus en plus de jeunes. Et l'impression que cela me donne, c'est que vous commencez à vous rendre compte qu'on est en train de vous fabriquer une société où vous n'aurez plus votre place. Et vous essayez de comprendre pourquoi. Eh bien, dans les mesures de mes moyens, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc, vous avez vu quel était le titre de cette conférence. Ce sera un petit peu atypique par rapport aux habituelles conférences, puisque après exposé assez relativement court quand même, il va y avoir un certain nombre d'observations, de questions. On va jouer un petit peu aux questions-réponses. Alors, pourquoi ce titre, pourquoi cette conférence? Eh bien, pour une raison toute simple, c'est qu'il m'est apparu nécessaire, compte tenu de la situation catastrophique dans laquelle nous nous enfonçons, de vous demander à tous de transmettre un certain nombre d'éléments de compréhension de cette situation pour que les gens comprennent ce qui va leur arriver si on continue comme ça et d'où vient cette impulsion. Tant qu'on n'a pas compris quel est l'adversaire, on ne peut pas réagir. Donc il faut commencer par connaître l'adversaire, quels sont ses buts et comment on peut s'y opposer. Et cela est patent dans tout le courrier que l'on reçoit, que ce soit par Internet ou par la poste, cette préoccupation d'essayer de comprendre. C'est vraiment le phénomène de ces derniers mois, cette préoccupation de plus en plus exacerbée d'essayer de comprendre ce qui se passe et où on va arriver. Et alors, il est bien évident qu'il faut commencer par ceux qui ont eu la possibilité de connaître les citations, les textes que je donne, les arguments. Donc, commencez par vous, abonnés de la politique ou lecteurs de mes livres. Et pour les autres, vous allez apprendre petit à petit à apprendre. C'est vraiment un apprentissage. On ne s'oppose pas à l'adversaire comme ça parce qu'on a envie de s'y opposer. Il faut savoir quels arguments on va pouvoir utiliser, comment arriver à convaincre autour de vous, de façon à ce que progressivement les mensonges de l'adversaire soient dévoilés. Et dans cette démarche, la première chose à faire est d'apprendre autour de vous, à vos interlocuteurs, à douter de l'information. C'est la première chose. Si on veut construire quelque chose, il faut d'abord détruire ce qui occupe le terrain, c'est-à-dire tous les mensonges qui ont été véhiculés depuis au moins la Révolution dite française. Parce que, en fait, tout repose sur une erreur voulue, intellectuelle, qui ne tient pas compte de la véritable nature humaine et qui a bâti des systèmes artificiels, une idéologie qui ne repose pas sur la réalité. Et qui est bien commode, puisque, soi-disant, en prétendant rendre le citoyen libre avec son bulletin de vote, c'est une fausse liberté. Je crois que c'est assez facile à comprendre aujourd'hui. C'est une fausse liberté, puisque le bulletin de vote tel qu'il va être utilisé par le citoyen ne va être utilisé qu'en fonction de l'information que les médias lui auront donnée. Donc il n'a qu'une fausse information, une fausse liberté. Donc
apprendre à douter de l'information, c'est le premier acte militant à faire. C'est surtout ces mensonges, depuis la Révolution dite française, qu'a prospéré la classe politique, qu'elle soit de droite, dite de droite, ou de gauche. Et surtout, ceux qui sont derrière ces étiquettes. Parce que vous prenez un Sarkozy, vous prenez un Hollande, ce ne sont pas eux les véritables dirigeants. Ça, il faut le savoir. Ils obéissent, même si un Sarkozy est compatible avec ceux de sa race, c'est évident, mais il n'est qu'un petit pion, un petit élément de ceux qui sont derrière. Donc, la situation est trop grave pour que vous restiez passif. Et je peux vous tenir tous les plus beaux discours possibles et imaginables, vous écrire des tonnes de livres, si, bon, vous les lisez en général, mais si vous n'êtes pas capable de transmettre ce qui est écrit dedans comme démonstration pour détruire les sophismes de l'adversaire, je perds mon temps et mes amis avec. Et voilà quel est le but de cette réunion. Voir avec vous comment manipuler la dialectique. Qu'est-ce que c'est que la dialectique? Eh bien, en fait, c'est l'art d'argumenter. Thèse contre thèse, de faire valoir ses arguments, pas simplement en disant « moi je crois que ». Non, c'est pas « moi je crois que ». Les choses sont comme ça et je vous en apporte la preuve. Vous ne me croyez pas? Vous ne croyez pas que M. Untel, Sarkozy ou etc. veulent nous mener là où ils veulent nous mener? Mais voilà leur texte. Ce sont eux-mêmes qui vous disent là où ils veulent faire aboutir la situation en France. Quand un Sarkozy vous dit nous irons tous vers le gouvernement mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Il le dit, il annonce la couleur. Et quand je vois des gens dans nos milieux, dans le domaine religieux par exemple, la fraternité Saint-Pédis ou la fraternité Saint-Pierre, qui auraient toutes les raisons philosophiques d'être contre, faire voter Sarkozy uniquement par peur de la gauche, je me dis vraiment, ces gens, ou ils n'ont rien compris, ou ils sont tenus. Rivarol qui m'a profondément déçu ces derniers temps, puisque certains textes, mine de rien, poussaient à voter Sarkozy contre Hollande. Au moins, on pouvait ne pas choisir entre les deux. Et je me rappelle d'un éditorial de Fabrice Bourbon, titrant « Faudra-t-il voter Sarkozy contre Hollande ?» C'est pas gratuit tout ça. Si on n'a pas compris tout le travail de destruction qu'a fait Sarkozy pendant son quinquennat, et même avant, puisque rappelez-vous qu'il a été ministre de l'Intérieur, c'est lui qui a imposé, entre autres choses, la discrimination positive. Vous savez tous plus ou moins, je pense, ce que c'est que la discrimination positive. Quand il y a une possibilité d'embauche, à qui va-t-on donner le travail? Aux Français de souche ou à l'immigré? C'est pas gratuit tout ça. C'est bien qu'on laisse sur le carreau le Français de souche, on donne le travail à l'immigré. Et s'il y a des entreprises françaises ou des privés qui préfèrent employer un Français, eh bien il est passible de poursuite, à l'abri d'une structure qui s'appelle la HALD. Connaissez-vous ça? La HALD, Haute Autorité contre les discriminations, je ne sais pas, un truc dans ce goût-là, qui peut poursuivre en justice des entreprises françaises ou des particuliers qui donneraient la préférence à un Français. Il faut savoir ces choses-là. Parce qu'elles aident à l'immigration. Et vous savez parfaitement, tout au moins je l'espère, que du temps de Sarkozy, ça a été confirmé encore dernièrement par son dernier ministre de l'Intérieur, le franc-maçon Claude Guéant,
qu'il rentrait en France officiellement 200 000 émigrés par an. Je pense que vous n'êtes pas trop mauvais en mathématiques, faites le calcul. Au rythme de 200 000 immigrés par an nouveaux, au bout de combien de temps serons-nous minoritaires dans notre pays? Et ce bon monsieur Claude Guéant nous disait, pour assurer les bourgeois bien pensants, qu'il allait réduire le chiffre, il le disait, allez vérifier après, qu'il allait réduire le chiffre à 180 000. Vous n'avez pas l'impression qu'on se moque un petit peu de vous? Donc voilà, tout ça, mine de rien, ce que je viens de faire, ça a été de la dialectique. Je vous ai donné un certain nombre de faits, d'arguments que vous pouvez utiliser en discussion. Alors, je voudrais rappeler un phénomène qui est historique. Hein. Ce n'est pas du tout une invention qu'on a retrouvée dans des livres d'histoire anciens. C'est la technique qu'utilisaient les conjurés au moment de l'avant-révolution. Ils fabriquaient des duos, donc deux compères, ils étaient d'accord, bien entendu, l'un qui était censé défendre mal la monarchie et la religion, et l'autre qui défendait avec ardeur, talent, etc., les idées, les sophismes de la Révolution. Et alors ces deux gaillards allaient de lieu public en lieu public, bistrot, coin de la rue, des estrades improvisées, ou même dans des salons, et Dieu sait si à cette époque-là, dans les salons, dans les beaux milieux aristocratiques, vous aviez des gens qui étaient tout à fait acquis aux idées de la Révolution. Et ils faisaient leur petit cinéma. Et au bout d'un certain temps, celui qui était censé défendre les idées, enfin, la monarchie et la religion, finissait par s'avouer vaincu. Et il le disait publiquement à son compère, « Ah oui, vous avez raison, je n'avais pas pensé à ça, oui. » Et puis les deux compères s'en allaient, ayant fait leur petit cinéma, ils allaient recommencer ailleurs. C'est une des techniques. Bon, je ne dirais pas de faire ces techniques-là, parce qu'on peut être assez grand tout seul pour débattre et convaincre, mais voilà à quel recours nos adversaires ont eu au début de ce processus révolutionnaire, ont eu recours. Pas très honnête. Il y a eu une autre arme aussi qui a été utilisée, que l'on voit parfaitement aujourd'hui, c'est le recours à l'arme économique. On sait qu'à l'époque, dans l'avant-révolution, les agents de Philippe Égalité, qui était le cousin de Louis XVI, et les agents de William Pitt, Premier ministre anglais, qui avait l'argent, que le roi de France n'avait pas nécessairement, ou plus nécessairement, accaparer les biens de consommation de base. Moyennant quoi les denrées, justement, qui servaient le bon peuple à se nourrir, montaient en flèche, et ça créait un mécontentement populaire. Eh bien, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui avec la politique qui nous a été faite, pas seulement par Sarkozy, mais qui l'a considérablement aggravée, deux questions se posent. Ou bien c'était un incapable, parce que quand on voit l'état de désindustrialisation de la France, c'est effarant. Ou bien il l'a fait exprès, pour pouvoir ensuite venir nous dire que pour sortir de la crise, il fallait avoir recours au gouvernement mondial. Alors, qu'est-ce que c'est que ce gouvernement mondial? Pour ceux qui ne suivent pas tellement l'histoire, ça peut paraître quelque chose de nouveau, et pourtant, c'est quelque chose de bien ancien, qui ne fait que suivre son petit bonhomme de chemin. Le gouvernement mondial, c'est exactement la République universelle que les conjurés de l'avant-révolution, les Weishaupt,
les Klotz, les Ramsay avaient annoncé. Donc les conjurés de la maçonnerie de l'époque qui annonçaient déjà la couleur en disant voilà ce que nous voulons faire. Et alors ce qui est intéressant, c'est que justement c'est au départ de cet objectif que les révolutionnaires déjà à l'époque annonçaient qu'est née la réaction nationaliste. C'est fondamental à savoir, et ça vous trouverez ça, toute l'affiliation dans mon livre, Le nationalisme français. Donc voilà. Et de même que dans l'avant-révolution, le travail de sape de Sarkozy, appauvrissant la France, à mon humble avis, n'a pour but que de placer les Français devant l'option ou bien on continue comme ça et ça va craquer, mais on vous promet, si on fait la gouvernance mondiale, ça ira mieux. On vous a fait le coup avec Maastricht et Schengen, vous avez vu le résultat. Si vous n'avez pas encore compris, eh bien allez faire autre chose. Et là, je vais une fois de plus dire ce que je pense du Front National. Il est évident que si on va fêter maintenant les 40 ans du Front National, et si dans la première phase, il y avait des gens très valables qui avaient encore une bonne formation et qui pouvaient transmettre leur information, il est évident qu'à partir des années 80, ça a commencé à dévier. Et qu'il n'a plus été question de la part de Le Pen d'enseigner les causes de la déchéance de la France, de la décadence de la France. Alors, ou bien parce qu'il a été tenu à partir d'un certain moment, ou bien parce qu'il a cru qu'en faisant ami-ami avec ceux qui tiennent en fait le pouvoir aujourd'hui, il pourrait obtenir un strapontin dans le système. Je n'en sais rien. Je constate simplement, Le Pen n'a jamais voulu créer une école de cadres, de gens ayant connaissance de l'adversaire et ayant connaissance des principes que nous avons à défendre. Et je peux vous le dire en tant qu'ancien responsable du Front National, puisque j'étais au comité central et que j'étais le responsable en Belgique à l'époque où j'y habitais. Donc il y a eu un changement de substance au niveau du Front National, et si aujourd'hui on voit autant de ce qu'on appelle les nationaux tomber dans tous les panneaux jusqu'à voter Sarkozy, c'est pas étonnant avec la presse qu'ils ont et les mouvements qui sont prétendus les défendre. Et on peut dire qu'ainsi, Le Pen, et bien entendu sa fille qui a suivi en empirant les choses d'ailleurs, sont co-responsables du manque de réaction depuis toutes ces années qui nous a menés jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais aussi bien marteler qu'avant toute révolution, tout changement de régime, il faut d'abord une révolution intellectuelle. Toutes les révolutions dans l'histoire de l'humanité qui ont réussi, ne serait-ce que depuis la Révolution française, dite française, ont d'abord été une révolution intellectuelle. Une révolution ne se fait pas avec des gens qui trouvent que ça ne va pas, qui se grattent de partout parce qu'ils ont des poux, etc. Les révolutions se passent avec une minorité qui sait pourquoi elle se bat, contre quoi elle se bat. Et donc pour ça, il faut une formation. Et il faut donc, je réinsiste là-dessus, non seulement une formation doctrinale, mais il faut aussi la formation, la connaissance de l'adversaire, de ses moyens et de ses buts. Dans ce genre de travail dialectique, on a deux exemples majeurs qui ont remarquablement bien fonctionné. Alors le premier, point de vue chronologie et historique, c'est celui de la maçonnerie.
il est bien évident que la révolution dite française n'est pas arrivée du jour au lendemain comme ça, par hasard. Parce que la Lune avait une certaine incidence ou... je ne sais pas. C'est parce qu'au préalable, il y a eu une préparation intellectuelle réussissant à former un certain nombre, déformé serait plus exact comme terme, pour déformer, donc acquérir à leur cause un certain nombre de cadres qui allaient être des cadres révolutionnaires. Donc, les francs-maçons sont passés maîtres dans l'art de fausser les perspectives pour induire une politique favorable à leur but. Et puis l'autre école, qui est une école remarquable au point de vue efficacité, c'est l'école communiste. Le système de cellules de formation communiste est remarquable, a été remarquable pendant tout un temps. Et je dois dire, risque peut-être de vous surprendre, c'est que les cercles nationalistes que j'anime s'inspirent exactement du même schéma. Des petits cercles qui étudient un sujet, quelques-uns, il ne faut pas être nombreux, sinon ce n'est plus une cellule, ça devient un meeting, il ne faut pas exagérer. Une cellule, c'est un groupement de 4, 5, 6 personnes. 10, c'est déjà quasiment trop. Et il faut faire éclater la cellule à ce moment-là et la scinder. Ce sont des personnes qui se réunissent parce qu'ils ont le même objectif, qui sentent le même besoin, qui étudient sujet par sujet, qui font le tour, qui voient comment ils peuvent agir autour d'eux pour faire comprendre ce qui se passe, ce qui va se passer. Alors, je vais m'y attarder un petit peu sur ce cercle nationaliste parce qu'on reçoit régulièrement des lettres, des mails de personnes qui nous disent on voudrait bien y adhérer. Oui, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas le mode de fonctionnement. Il n'est pas question, quand quelqu'un nous dit pardon monsieur, je voudrais bien rentrer dans les cercles. On va dire oui, d'accord, mais c'est vous qui le faites. C'est vous qui formez votre propre cercle. On ne va pas vous donner le nom d'un correspondant ou des correspondants dans la ville, dans la région dans laquelle vous êtes. Exclu. Chaque nouveau candidat doit former son propre cercle. Alors, il en découle que d'abord il doit se former, il y a suffisamment de munitions pour qu'il puisse se former, et à partir du moment où il pense être suffisamment fort au point de vue formation, au point de vue dialectique, il a le devoir de chercher dans son entourage, peut-être bureau, activité professionnelle, famille, etc., d'autres personnes intéressées qui ont le même souci, qui sentent le même besoin de faire quelque chose pour réagir, et qui vont à leur tour étudier pour voir comment convaincre autour d'eux. C'est un travail de missionnaire, tout simplement. On a à convaincre les gens. Je vous disais tout à l'heure, avant toute révolution, tout changement de régime, il faut une révolution intellectuelle. Et elle ne vient pas tout de suite, comme ça, en claquant des doigts. Ça demande du travail. Alors, bon, inconvénient, évidemment, de cette façon de cette organisation, c'est que certains, ça les décourage. Il est évident que s'ils pensaient trouver un centre de relations, ils sont trompés de porte. C'est pas ça du tout. Et c'est aussi une façon de jauger de la volonté révolutionnaire de ceux qui veulent faire quelque chose. S'ils ne sont pas fichus de se former pour pouvoir ensuite enseigner autour d'eux, ça ne nous intéresse pas. On ne vise pas le nombre, on vise la qualité. Donc, première phase, se former au point de vue doctrine, ce que l'on a à défendre, connaissance de l'ennemi, de ses moyens, de ses buts, et puis, la deuxième phase, la formation dialectique. Alors, évidemment, je le sais par différents contacts, y compris d'abonnés à la politique ou lecteurs de mes livres, beaucoup
de nos amis disent « Oui, mais comment est-ce que je vais expliquer ça? Comment est-ce que je vais pouvoir faire passer le message ?» Eh bien, c'est ça que j'attends de vous, c'est que petit à petit, vous passiez au-delà de votre crainte, de votre timidité, en vue de l'enjeu que cela a pour nous tous, pour notre pays. J'ai quand même un certain âge, je pourrais rester tranquillement dans mon midi où je suis très bien, en me disant, après moi le déluge. Et si je me bats, d'abord c'est parce que j'ai 3 enfants, et que j'estime que, étant donné que je connais un certain nombre de choses, si je n'arrive pas à le transmettre, eh bien je faillis, je ne remplis pas mon rôle. Mais il est évident, je vous redis encore une fois, si vous ne voulez pas faire cet effort-là, j'aurais perdu mon temps. Donc, deuxième phase, la discussion dialectique. Alors, j'ai préparé un certain nombre de questions-réponses et on va essayer de s'amuser un petit peu. Si vous voulez prendre note, vous pouvez toujours prendre note. On a encore largement le temps, je crois. On peut faire quelques tests. Je verrai quel est votre degré de formation. Et puis, c'est une chose, si vous prenez note des différentes questions et réponses éventuelles, qui vous permettra à votre tour de jouer ce petit jeu-là avec d'autres, justement dans cette démarche dialectique. Alors, bon, il y en a qui sont vraiment très basiques. Exemple numéro 1. Vous vous plaignez de l'immigration, on vous répond, la France a toujours été une terre d'immigration. Qu'est-ce que vous répondez? Qui veut répondre? Qui veut répondre? C'était pas les mêmes. C'était pas les mêmes. Bon, mais il faut développer. Oui, bien sûr. Alors, effectivement, c'était pas les mêmes. Et c'est là la grande arnaque, parce que vous entendez ce genre de réflexion très régulièrement. À la radio, à la télévision, dans les débats politiques que l'on nous présente, on me dit, mais la France, l'immigration, mais ça a toujours été une terre d'immigration. C'est en partie vrai, je ne dirais pas toujours, mais à certaines périodes c'était bien. La seule différence, c'est que ethniquement et religieusement, donc philosophiquement, c'était compatible. Vous prenez les Italiens, les Polonais, les Espagnols, les Portugais, qui sont venus périodiquement pour essayer de un peu mieux vivre chez nous, étaient tout à fait compatibles avec notre culture, et ils se sont parfaitement fondus. Je ne vais pas faire du racisme primaire, mais enfin, il faut tout de même être conscient des réalités. Quand on voit comment se comporte même une majorité d'immigrés issus de l'islam ou des loin, il y en a qui veulent incontestablement s'intégrer, mais dans la mesure où ils sont de plus en plus nombreux, cette intégration ne pourra plus se faire. Il faut en être conscient. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre par-dessus bord à la flotte. De toute façon, ce n'est pas comme ça qu'on pourra y arriver. Ce qu'il faut, c'est leur faire comprendre que eux aussi sont victimes du même ennemi, le mondialisme. Et que l'on a tous intérêt à être chez nous, chacun chez nous, avec nos propres racines, en s'aidant mutuellement de façon complémentaire, plutôt qu'à essayer de se détruire les uns les autres, c'est plutôt eux d'ailleurs qui nous détruisent pour l'instant, en étant l'instrument servile du mondialisme cosmopolite. Ça aussi, c'est un argument. Oui. Mais je voulais vous dire, c'est aussi une substitution de... C'est une substitution de population, comme je l'ai écrit dans de nombreuses reprises. Nous allons vers une substitution de population. Par le système de l'avortement, d'une part, sur les... Oui, tout à fait, tout. Et l'homosexualité, oui, évidemment. Quand on fabrique plus de petits Français, il ne risque pas d'y en avoir. Alors, évidemment, ce qu'il y a de pervers dans cette argumentation de la France a toujours été une terre d'immigration, c'est qu'on vient vous dire en plus de ça, ah oui, mais on a besoin de l'immigration pour payer nos retraites,
vaste blague, parce que les Français ne veulent plus travailler. Je regrette beaucoup si on n'avait pas un système d'assistanat avec le chômage, tel qu'il est, les Français travailleraient. Et je ne trouve pas normal que l'on donne de l'argent à quelqu'un sans échange en contrepartie d'un travail. Il y a suffisamment de choses à faire, ne serait-ce que, par exemple, entretenir les forêts, pour que ça ne brûle pas en été. Donc, on vit dans un monde à l'envers, et complètement à l'envers, et voulu en plus de ça, parce que ce n'est pas gratuit. Tel que c'est parti, on voit qu'il va y avoir de moins en moins de gens actifs qui gagnent leur vie et qui cotisent pour de plus en plus de gens qui ne travaillent pas ou ne veulent pas travailler. Est-ce que c'est normal? Donc vous voyez, c'est tout ça que vous pouvez étaler à l'occasion de cette petite réflexion. La France a toujours été une terre d'immigration. Alors, bon, dans la foulée, deuxième question, vous discutez l'immigration et vous dites, elle nous coûte cher. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, elle coûte très très cher. Le positif sur le négatif est épouvantable. Alors, il faut savoir, là aussi, ce sont des chiffres que l'on a donnés dans notre lettre d'information à la politique, il faut savoir aussi que les immigrés, y compris sans papier, donc l'immigration clandestine, Le tout. reçoivent des subsides que les Français nécessiteux ne reçoivent pas. Trouvez-vous ça normal? Troisième exemple, question, quasiment d'actualité. On vous dit, parlant de Hollande, au moins Sarkozy faisait des réformes. Il agissait. Il s'imposait sur la scène internationale. Que répondez-vous? Il était surtout le larbin des Américains. Est-ce que agitation veut dire construction? Mais écoutez, c'est élémentaire quand même. Réfléchissez à ça, intériorisez ça. Il nous dit, il a fait des réformes. Ah bon? Lesquelles? Lesquelles? Qu'est-ce qu'il a fait comme réforme? Ah oui, oui. Il a fait des réformes, effectivement. Le dimanche chômé, il n'existe plus, parce que sous prétexte d'améliorer le fonctionnement économique de la France, il faut désormais travailler le dimanche. Parce que vous pensez, un argument de réponse, parce que vous pensez que les Français qui n'ont pas d'argent, non seulement pendant la semaine, mais le samedi aussi, auront davantage d'argent le dimanche à dépenser? Certainement pas. Et les frais fixes, par exemple, sur une usine ou sur un magasin. Vous voyez la façon d'argumenter et de déstabiliser votre interlocuteur. Il s'imposait sur la scène internationale. Oui, évidemment, c'est pas compliqué. Il avait toute la connivence de la maçonnerie et de la haute juiverie mondiale. Il est facile de s'imposer dans ces conditions-là. Rassurez-vous, c'est pas moi qui vais m'imposer sur la scène mondiale, je n'aurai pas les mêmes appuis. Est-ce que vous commencez à comprendre la dialectique, la façon de faire fonctionner la chose? Exemple numéro 4, on vous dit la démocratie est le meilleur régime, on y est libre, libre de penser, etc. Qu'est-ce que vous répondez? Pas en France. Ouais, écoutez, laissez ces jeunes s'exprimer aussi de temps en temps quand même. Allez, soyez pas timides. Répondez. Loi Guesso. Hein? Loi Guesso. Oui, loi Guesso, bien entendu. Bipartisme, uniquement un bipartisme en fait. On a le droit de voter dans tout à fait. les règles. Bon, pas tout à fait. Il y a une autre démonstration à faire qui est beaucoup plus gênante pour le système et qui peut davantage, je pense, convaincre votre interlocuteur. C'est leur dire, bon, d'accord, la démocratie. Qu'est-ce que la démocratie? Comment fonctionne-t-elle? La démocratie, je
j'en ai un petit peu parlé au début de mon exposé, la démocratie fonctionne sur le thème que le citoyen est libre avec son bulletin de vote. Bon, d'accord. Ah oui, il est libre. Enfin, quand il va voter, pourquoi va-t-il voter X ou Y? Comment s'est-il fait son opinion? Il s'est fait son opinion en fonction de ce qu'on lui a dit dans la presse. Ah oui. Et qui tient la presse? Et qui tient la presse? Voilà. Et vous démontez le problème. Qui tient la presse? Et là, on en a de multiples exemples. Quand on sait quels sont les manias de la finance qui tiennent les grands moyens d'information, sans compter le monde politique, bien entendu. Voilà comment démonter l'argument que la démocratie, c'est le meilleur régime. C'est une fausse liberté du citoyen. Il croit être libre, mais il est programmé. Il est façonné comme on programme un ordinateur. C'est exactement la même chose. Le bidouillage électoral aussi. Le bidouillage électoral. Mais c'est la même chose, ça en fait partie. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Regardez comment on est bien. Dans un référendum, on ne vote pas bien. Ouais, On vote par le bon, et alors les référendums, parfois, ça donne des résultats inattendus. Et que fait un Sarkozy? Pas plutôt les Français ont dit non à la Constitution européenne, qu'il a fait passer la même chose par le traité de Lisbonne. Et vive la démocratie et la liberté du citoyen. Vous ne trouvez pas ça beau? Donc, vous voyez, retenez, vous voyez, cette espèce... D'ailleurs, je trouve ça très amusant. C'est une gymnastique intellectuelle qui, moi, m'épanouit en tout cas. Je ne sais pas si ça vous épanouit, mais enfin, moi, ça m'épanouit. Ça m'amuse profondément. Arriver à retourner quelqu'un en le mettant devant les contradictions des thèses de l'adversaire. Alors on vous dit, encore une chose qu'on entend très souvent, y compris dans nos milieux, alors ça c'est le mieux, notamment dans certains milieux monarchistes. Certains milieux monarchistes et légitimistes qui plus est. Le nationalisme, c'est la haine de l'autre. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Ça rend sous les contraires. Hein? C'est tout sauf ça. Le nationalisme, c'est d'abord la défense du pays, de la nation. Alors pourquoi? Et alors là, il faut revenir, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, à l'origine du nationalisme. Le nationalisme a émergé à la fin du XVIIIe siècle du fait de la même démarche internationaliste des conjurés de la Révolution dite française. Quand les Ramsay, Weishaupt, Klotz et compagnie, Benjamin Franklin, etc., tous étrangers, je vous ferai remarquer, tous étrangers, venaient nous faire la leçon en disant « nous allons travailler à l'avènement de la République universelle », c'est là que a commencé à émerger la réaction nationaliste. Tout simplement. Et c'est Weishaupt lui-même, dans une lettre qui a été saisie par la police du grand électeur de Bavière à l'époque, qui le dit dans une lettre à ses conjurés. Il classait les gens de son époque, les hommes de son époque, en deux groupes. Ceux qui étaient pour l'amour général, donc il était bien entendu, qui est l'équivalent de nos mondialistes aujourd'hui, et ceux qui, il dénonçait, qui étaient pour l'amour national ou nationaliste. Donc c'est un adversaire de la nation, c'est ça qui est amusant. L'histoire a des retournements extraordinaires et plein d'ironie. C'est un adversaire de la nation qui crée le terme pour désigner l'adversaire de la Révolution. Je vais vous raconter une anecdote, mais qui est véridique, puisque je l'ai vécu en direct. Il y a 2 ans, j'étais à ce qu'on appelle les Journées Chouane à Chiré-en-Montreuil. Je ne sais pas si ça vous dit grand-chose, c'est un groupe en principe qui était catholique. Et il y avait une conférence d'un historien qui s'appelle Jean de Vigry, qui avait déjà écrit un livre qui s'appelle Les deux patries, où il tapait à bras raccourcis sur le nationalisme. Bon.
Il peut avoir ses opinions, c'est son problème. Mais c'est un petit peu embarrassant quand on constate que cette personne parle de choses qu'il ne connaît pas, dont il ne connaît pas l'origine historique. Et alors, il y a justement 2 ans, une de ces journées Schwann, début septembre, il était invité, il faisait un topo, et là, encore une fois, il tape sur le nationalisme. Et alors, après la conférence, au moment des questions, réponses, je lève mon petit doigt, je dis, mais enfin, je ne comprends pas très bien votre animosité contre le nationalisme. Apparemment, vous ne savez pas quelle en est l'origine. Et je rappelle, ce que je viens de vous rappeler, l'origine par Weishaupt, qui avait créé le terme pour dénoncer les adversaires de la Révolution. Et je vois ce malheureux Jean de Vigry se pencher vers celui qui était à sa droite, qui avait été son présentateur, et qui lui dit, et comme il était un petit peu sourd de la feuille et parlait haut, donc on l'a entendu, c'est qui Weishaupt? Alors vous voyez des gens qui viennent vous tartiner contre le nationalisme, qui ne savent même pas quelle est l'origine du concept. Et c'est là-dessus que notre public, ce qu'on appelle les nationaux au sens très large du terme, sont formés ou déformés, et qu'ils ne connaissent pas les tenants et aboutissants de notre héritage, de ce que nous avons à défendre. Vous voyez l'importance de connaître un petit peu l'origine des mots, l'origine des doctrines, leur contenu, pour pouvoir savoir comment s'en défendre, argumenter. Donc le nationalisme, c'est la haine de l'autre, c'est pas du tout ça. Le nationalisme vise essentiellement à défendre la pérennité de la nation. Point à la ligne. Alors, si ça y est, il se défend, si le nationalisme se défend de ses adversaires, est-ce que c'est de la haine pour autant? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est une défense. Une autre réflexion que l'on voit très souvent, y compris dans la presse nationale, et qui est sous-jacente dans pas mal de journaux, à commencer par le journal que j'appelle Catho-sioniste présent, le journal Catho-sioniste présent, qui vous disent, ah oui, mais pour se défendre de l'islam, il faut s'allier à Israël. Qu'est-ce que vous répondez? On a beaucoup plus de points communs avec le logiciel musulman, partage des valeurs qui sont au final beaucoup plus proches que celles du judaïsme, l'universalisme. C'est un des arguments. Sur la finance aussi. C'est un des arguments, mais il y a mieux que ça encore, je crois, qui est beaucoup plus ravageur. Et je sais que dans les milieux d'identité et de réconciliation, dans mes premières interventions sur le sujet, ça n'a pas été compris. En fait, l'islam est une création juive. Oui, c'est couvert. Mahomet a été le serviteur du grand rabbin de Médine à l'époque. Il a donc sucé partie du judaïsme. Et il y a un livre remarquable, un petit peu rasoir à lire, parce que c'est très répétitif, un livre d'un certain Anna Zacharias, qui s'appelle L'islam création juive. L'islam création juive. C'est publié aux éditions Saint-Rémy. Vous pouvez vous le procurer. Et c'est une compilation. Cet auteur s'est amusé à prendre des textes des sourates et les a comparés avec des textes judaïques. C'est quasiment du copier-coller. Alors qu'on ne vienne pas me dire que je raconte n'importe quoi. En général, quand je dis quelque chose, j'ai mes points d'appui. C'est pas du même auteur, mais c'est un de ces auteurs-là qui a dit la Mecque n'existait pas à l'époque. Exact. Oui. Exact. Donc c'est une création, mais totale. C'est invraisemblable. Oui. Invraisemblable. Il faut être conscient de. Oui, alors ça revient. On n'a pas le droit de chercher normalement. Oui. Alors je reviens là-dessus parce que ça va très loin ce truc-là. Et apparemment, c'est évident. Remarquez bien
que dans toute l'histoire de l'opposition entre le judaïsme et le christianisme, vous avez eu des grandes époques. La création de l'islam, la création de la maçonnerie, la création du marxisme, et pour aboutir, le mondialisme. Ce sont des armes de guerre tournées contre la société chrétienne. Alors, je sais bien que je ne parle pas toujours à des catholiques. Ce n'est pas nécessaire pour comprendre cela. Nous sommes tous interpellés par ce problème-là parce que ce complot est tourné contre tous, croyants ou non-croyants. Et l'intérêt de faire comprendre ça au monde musulman, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous sommes instrumentés par le mondialisme pour être lancés les uns contre les autres. Et qu'il faut démonter ce processus. Vous lui avez posé une question tout à l'heure, monsieur, je crois. Oui, c'était sur le fait que l'islam serait une création. Je n'ai pas inventé. Oui, vous avez dit une fois, je ne sais plus, le propre défaut principe, c'est qu'ils contiennent en eux-mêmes le germe de leur propre autodestruction. Mais dans l'islam reconnaît Jésus comme un... Alors, c'est très curieux, parce que bon, c'est un mélange. C'est évident, c'est un mélange. Et je ne suis pas suffisamment connaisseur de tout le phénomène islamique, mais même, il y a une chose qui est certaine, et d'ailleurs Alain Zakaria, c'est pas le seul. Il y a eu d'autres auteurs, il y a eu le père, comment il s'appelle, qui d'ailleurs, c'est pas son vrai nom, le père... Ah, peu importe. Il y a eu Étienne Couvert. Il y a eu Étienne Couvert. Et puis Alain Pascal. Alain Pascal. Et il y a eu un autre... Enfin, c'est pas moi qui ai inventé cette thèse-là, hein. C'est pas simplement une thèse, et c'est si je parle surtout de Alain Zacharias, c'est parce que vraiment il a fait un travail extraordinaire de comparaison entre les deux textes. Et ça, il y a un problème. Alors effectivement, il y a une chose qui est troublante, et j'en reconnais, d'ailleurs, je sais de par les contacts que je peux avoir, j'ai de bien meilleurs contacts avec des musulmans qui ne sont pas des fanatiques islamistes, barbus, etc., qu'avec des juifs. C'est comme ça. Il y a une certaine parenté, et alors il faut faire attention à une chose, c'est que dans nos rapports avec le monde dit musulman, il ne faut pas tout mélanger. Et là, on va retomber dans les problèmes du Moyen-Orient, que ce soit avec l'Irak de Saddam Hussein, que ce soit aujourd'hui avec la Syrie de Bachar el-Assad. Ce ne sont pas des chrétiens, évident, mais c'était des musulmans qui n'étaient pas des fanatiques, qui étaient relativement laïcs et qui protégeaient toutes les communautés. Et le grand jeu pervers, justement, du mondialisme cosmopolite aura été de renverser, pour la Syrie, c'est en mauvaise voie, justement, mais prenez la Libye, prenez l'Irak, prenez la Serbie avec l'affaire du Kosovo, le monde américano-sioniste a tout fait pour imposer l'islam agressif, dont les chrétiens sont les premières victimes. Donc ça interpelle quelque peu, et ça c'est une chose que je voudrais que nombre de musulmans comprennent. Il y en a qui le comprennent d'ailleurs. J'avais cité, et vous avez le texte dans mon livre Nationalisme français, c'était je crois que c'était en 93, le vice-ministre de la culture iranien à l'époque, et ça j'avais trouvé cette citation dans un quotidien belge de Bruxelles, qui s'appelait Le Soir, toutes les références dans le livre, qui souhaitait une alliance avec le Vatican contre le mondialisme. Donc, c'est tout de même assez révélateur que, le ministre de la Culture, donc, qui dit culture en Iran, c'est aussi religieux. Qu'un ministre de la Culture iranien souhaite une alliance avec le Vatican contre le mondialisme cosmopolite, ça veut dire quelque chose. Donc, il y a un certain nombre de musulmans qui ne sont pas complètement idiots, pas complètement instrumentés, et qui comprennent où on veut les mener et comment on les manipule. C'est comme l'histoire de l'attentat contre le consulat américain à Benghazi,
avec l'ambassadeur américain qui a perdu la vie, c'est une drôle d'histoire. Tout ça à cause de ce film particulièrement curieux, complètement idiot d'ailleurs, débile. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est complètement débile. Là encore, c'est une provocation. Une provocation pour aboutir à quoi? Réponse. Mouvement printemps arabe, révolution permanente, installation des salafistes. Et oui, d'une part ça, mais provoquer justement une irruption irrationnelle dans les pays musulmans, caricaturale, allant jusqu'à provoquer le massacre de cet ambassadeur. Je ne dirais pas que c'est drôle, parce que le malheureux quand même. Enfin, il a été un des soutiens de l'opération de Bernard-Henri Lévy Sarkozy contre Kadhafi. Il a été le soutien. Et il se fait massacrer par les mêmes qu'il a soutenus. Il y a une certaine morale dans l'histoire. Vous voyez la dialectique. Tout ce que je vous dis là, c'est de la dialectique. Alors, intérêt du film, justement. Alors, remarquez une chose, on a commencé par vous dire que c'était un juif qui avait fait ça, qui était un riche promoteur israélien. Promoteur immobilier israélien. Et puis, tout de suite après le carnage du consulat américain à Benghazi, on vous dit, non, 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 c'est pas un juif, c'est un copte. Ah bon, c'est un copte. Curieux. Alors, un copte qui va dire ça, qui va faire un film pareil, sans se demander s'il ne va pas mettre en danger tous ses frères coptes en Égypte et dans tout le Moyen-Orient. Curieux. Et puis alors, autre chose curieuse, c'est curieux quand même, ça apparaît juste au moment du voyage du pape au Liban. C'est pas un appel au meurtre, ça? Vous voyez comment on peut décortiquer l'information. C'est passionnant, amusez-vous à ça, mettez-vous à 2, 3, 4, vous prenez un sujet et vous le décortiquez, vous vous renvoyez la balle. Vous essayez, c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est comme ça que les autres, au moment de la Révolution française, que les bolchevistes y sont arrivés, en créant des petits cercles qui ont réussi progressivement à changer les mentalités. C'est ce que nous devons faire, changer les mentalités. Donc, quand on vous dit il faut s'allier à Israël pour nous défendre de l'islam, voilà tout ce que vous pouvez répondre, et on peut encore continuer. Alors là, une question chaude, 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 brûlante. On vous parle de l'unicité de la Shoah et du devoir de mémoire. Qu'est-ce que vous répondez? Allez-y. Je suis pas des renseignements généraux. On fait lire des bouquins révisionnistes autour de nous. Hein? On fait lire les bouquins révisionnistes autour de nous. Bon, d'accord, mais enfin les gens avec lesquels vous êtes appelés à parler ne vont pas sauter le pas comme ça du jour au lendemain. Et là encore, j'en reviens à ce que je vous disais au début, il faut apprendre à douter. Alors comment faire pour apprendre à douter? Des gens qui sont persuadés que ça s'est passé comme on leur a dit. Des preuves factuelles, des photos. Vous approchez. C'est le seul et unique fait. Vous approchez. Comment? C'est le seul et unique fait dans l'histoire qui a pu avoir droit à cette loi. Ça devrait être ça. Vous n'êtes pas loin, mais la formulation ne touche pas réellement au point central. Non, la réponse, c'est la réponse que je fais systématiquement. Je dis, moi, révisionniste, non. Non. Je n'ai pas d'opinion particulière. Si je suis avec quelqu'un qui soutient, il y a bien eu l'unicité de la Shoah, etc., je dis, mais enfin, écoutez, vous n'y étiez pas, moi non plus. Alors comment est-ce qu'on tranche? Comment dans l'histoire du crime, de l'humanité, a-t-on toujours tranché un problème litigieux? Eh bien, on fait la reconstitution du crime. Y a-t-il eu reconstitution du crime pour les Allemands qui ont été jugés, condamnés et exécutés? Ils ont été jugés, condamnés et exécutés sur base du témoignage de la partie intéressée. Trouvez-vous ça normal? C'est imparable.
C'est absolument imparable. Parce que vous ne prenez pas position, vous demandez à ce qu'on vous démontre la culpabilité. Imaginez un crime dans une riche famille, par exemple. Je ne sais pas si vous avez une riche famille. Ce n'est pas toujours souhaitable, d'ailleurs. Et il y a un crime dans cette famille. Alors, vous connaissez la vieille formule, à qui profite le crime, ou chercher la femme. Ce sont les deux points principaux de discussion. Et en général, dans toute affaire criminelle, il y a une reconstitution du crime pour voir si ça a été, la personne a été poignardée, si l'arme qu'on a trouvée, c'est bien celle dont on retrouve la forme de la plaie, dans la plaie, si c'est par balle, si le calibre de la balle correspond à l'arme qu'on a trouvée sur le crime. Et en plus de ça, on fait des analyses balistiques pour savoir si on trouve les mêmes traces sur la balle que dans le revolver en tirant une autre balle avec ce revolver. Ça fait partie de la police scientifique. Donc, reconstitution du crime pour apporter la preuve de la chose telle qu'elle est présentée. Eh bien, dans l'affaire de la Shoah, il n'y a pas eu la moindre reconstitution. C'est là-dessus qu'il faut se battre. Et là, vous laissez votre interlocuteur quelque peu perplexe. Et je le sais par expérience parce que c'est ce que j'ai fait à quelques reprises. Autre chose qu'on vous dit très régulièrement, notamment dans tout ce débat actuel sur l'homosexualité, la théorie du gender. Vous savez, la théorie du gender, il suffit que vous ayez une influence socio-culturelle. Les gènes, ça n'existe plus. Les chromosomes, ça n'existe plus. Mais le socio-culturel, lui, existe. Donc, socio-culturel, et vous pouvez être homme ou femme, je ne dirais pas selon les désirs, mais selon les pulsions. Et puis, justement, cette influence socio-culturelle. Et on vous dit que c'est scientifique, ça. Et on vous fait 3 manuels, ça c'est du temps de Sarkozy, avec cette ordure, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, de Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale. 3 manuels Hatier, Hachette, Bordas, payés avec les sous des contribuables dont nous sommes, pour nous expliquer que nous pouvons être hommes ou femmes selon la pression socio-culturelle. Et alors on vient vous dire, ah oui, mais vous comprenez, c'est du fait de l'évolution de la société qu'on est obligé de faire de nouvelles lois. Qu'est-ce que vous répondez? Répondez. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Hein. C'est les loges maçonniques qui... Ben évidemment, évidemment. C'est la grande argumentation. Et d'ailleurs, il y a quelques plaquettes de mon dernier ouvrage qui s'appelle « Évolution de la société ou complot contre la société », où je commence par une citation de Simone Veil, qui se vantait dans un numéro du Times de Londres, dans les années 70, que par le biais d'une loi, on pouvait faire évoluer la société. Ils le disent eux-mêmes, et c'est ça qu'il y a de fascinant. En fait, ils nous donnent la part belle. Ils nous font la part belle. Ils disent eux-mêmes ce qu'ils veulent faire. Et il faut toute la bêtise, la niaiserie de nos milieux en général, avec tous les compagnons de route qui grenouillent là-dedans pour nous tromper, pour dire mais non, il n'y a pas de complot, hein, pour que les braves nationaux, les braves catholiques tombent dans le panneau. Donc vous voyez comment on peut décortiquer tous ces trucs-là qu'on nous serine à longueur de d'ondes, de journaux, de radio, etc. Et puis, autre tarte à la crème, on a eu quelques exemples. Le cardinal Lustiger, qui se disait à la fois juif et chrétien. On a eu un certain Bernard Anthony qui en faisait autant, ou qui en fait autant. Et alors, en ce moment-là, bon, on peut ne pas croire au Christ, d'accord, mais enfin, apparemment, ils disent qu'ils croient au Christ. Bon, s'il croit au Christ, alors qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette galère? Si le judaïsme, c'est le christianisme,
pas de raison de Christ. Et le Nouveau Testament, bon, on n'est pas obligé d'y croire non plus. Mais apparemment, il y a un Nouveau Testament. Alors comment est-ce que vous encadrez tout ça? Ça colle pas. Eh bien, vous avez des gens qui, très sérieusement, sur Radio Courtoisie, par exemple, viennent vous dire que le christianisme, c'est le judaïsme. Ou dans leurs livres, qui sont vendus à Chiré-en-Montreuil. Boîte catholique, soi-disant-elle. C'est pas fabuleux tout ça. Et vous vous étonnez que l'ennemi progresse. Et l'ennemi est parmi nos amis. Ce sont nos amis. Ce que j'appelle les compagnons de route. Et puis il y a les idiots utiles. Les idiots utiles. Je vais raconter un épisode. Et là encore, ça fait partie de la dialectique. J'avais été invité, il va y avoir 3 ans de ça, à la librairie La Licorne Bleue. Je ne sais pas si vous avez connu cette librairie qui a fait faillite, malheureusement. Glissons là-dessus. Et je ne me rappelle plus quel livre je dédicaçais, je ne sais pas si c'était La maçonnerie ou Le complot mondialiste. Et je vois arriver un personnage gros, adipeux, type méditerranéen. Je regarde Dreschmann, qui était le patron de la boîte, je dis, vous connaissez cet individu? Je ne connais pas. Alors, bon, pareille occasion, je ne vais pas faire semblant. J'interpelle le personnage, je lui dis, mais vous êtes d'origine maghrébine ou juive? Elle me dit, je suis juif. Alors je lève les bras au ciel, mais authentique, hein, je ne raconte pas d'histoire, je ne suis pas méridional, même si j'habite dans le Midi. Je lève les bras au ciel, ou quasiment, je dis, ah, je suis content d'avoir un juif devant moi parce que je voudrais vous faire comprendre quelque chose. Je dis, vous, petit juif, parce que quand je vous vois, visiblement, vous n'êtes pas Rothschild. Vous êtes un petit juif. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que les grands juifs qui gouvernent le monde se sont servis de vos malheurs, tels que c'est décrit, pour faire leur beurre? Le type m'a regardé avec des yeux affolés et il a foutu le camp. Authentique. Donc, vous voyez, tout ça, c'est de la dialectique. Déstabiliser la personne, je ne sais pas si ça aura continué à trotter dans sa tête. Voilà les différentes façons, sur différents sujets que j'ai pris au hasard de mon inspiration, pour vous montrer ce qu'est la dialectique, comment on peut retourner l'interlocuteur, qui n'est pas nécessairement un adversaire, mais qui est simplement quelqu'un qui ne connaît pas. Et alors, il est évident qu'à un moment donné, on va vous dire, mais enfin, vous êtes bien gentil, vous détruisez tout. Ça, j'ai déjà entendu ça. Vous détruisez tout. Que proposez-vous à la place? Eh bien, justement, si j'ai écrit le nationalisme français, c'est pour montrer comment on pouvait organiser la société autrement. Je n'ai rien inventé. Tout existe. L'erreur et la vérité se livrent dans le monde un combat depuis la création. Il n'y a rien de changé. Ce qui change, c'est la façon de présenter les choses. Et l'erreur a de multiples facettes pour faire passer l'erreur, justement. Et il faut savoir la reconnaître. Donc, on a tout sous la main. On a la connaissance de l'adversaire par ses propres déclarations. Encore un exemple, justement, de fourberie, pour ne pas dire, ou de crapulerie, appelez ça comme vous voulez, de Bernard Anthony. Vous aurez compris que ce n'est pas franchement un de mes amis. Qui, dans son livre, qui est venu après mon livre, La maçonnerie, comme une espèce de contre-feu. Il a appelé Vérité sur la maçonnerie. Ce sont des contre-vérités sur la maçonnerie qu'il a écrites, niant notamment, entre autres choses, la filiation judaïque de la maçonnerie. Filiation judaïque dont j'apporte multiples preuves, et par les symboles maçonniques, qui sont des symboles hébraïques, et par les citations et maçonniques et juives qui revendiquent cette filiation.
pas moi qui l'ai inventé. Et cet individu, parle de Bernard Anthony, dans le journal Catho-sionisme dont je parlais tout à l'heure, présent, sur toute une page du Canard, s'était ingénié à dire, de toute façon, non, il n'y a pas de filiation juive dans la maçonnerie, et je mets au défi quiconque de le prouver. Alors j'ai pris ma plus belle plume, et je lui ai dit, bah chiche, organisez un débat, puisque vous mettez au défi, je relève le défi. Et j'ai envoyé ma lettre, pas recommandé, accusé de réception. J'ai reçu en retour l'accusé de réception, mais il n'a jamais organisé quoi que ce soit, bien entendu. Alors, le problème, c'est que ces gens-là ont tout de même un certain nombre de moyens d'expression, que ce soit sa propre revue, qui s'appelle Reconquête. Reconquête de quoi? Reconquête de quoi? De qui? Que ce soit Présent, que ce soit Radio Courtoisie, ou même dans des boîtes dites catholiques, Jean Chiré et Montreuil, où ils vendent ses bouquins. Donc, ils ont une surface qui rassure, puisque, bien entendu, ils font passer leur salade sous l'étiquette catho. Alors, je vais vous surprendre un petit peu. Moi, j'ai rien contre les juifs qui défendent leur position. C'est normal, c'est humain. Ce qui n'est pas normal, c'est que de soi-disant convertis viennent essayer de faire passer leur salade, leur thèse, sous couvert de leur étiquette catholique. Ça, c'est pas normal. Donc, on se comprenne bien, je ne sais pas s'il y a des juifs parmi vous, il n'y a rien contre les juifs qui défendent leur thèse, c'est humain. Mais nous avons notre identité, nous avons notre héritage, ce n'est pas le même. Donc voilà. La Révolution française, pas plus que la bolchevique, si on veut parler des principales révolutions qui ont troublé le monde à l'époque moderne, ne sont pas venues en un seul jour. Elles n'ont abouti que parce qu'il y a eu un certain nombre intelligences dévoyées, qui ont influencé progressivement les gens de leur époque, jusqu'au moment où ils ont réussi à faire basculer l'opinion, sinon majoritairement, tout au moins à l'aide d'une révolution qui a trouvé suffisamment de membres pour pouvoir agir, massacrer, liquider les opposants. Mais ça aussi, il faut être conscient que l'ennemi, une fois au pouvoir, quand il sent qu'il y a une résistance, il ne se gêne pas pour massacrer. Au nom des grands principes de liberté, de démocratie, de droit, comme disait Voltaire, à défendre son opinion. Voilà. Alors, si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Et si vous voulez que je vous dédicace des livres, c'est aussi le moment. Merci de votre attention. C'est vrai que Bernard Anthony s'est engagé dans l'armée israélienne. Oui. C'est vrai? Ah, c'est tout à fait vrai, c'est lui-même qui l'a dit dans Présent, je sais. C'est un entretien avec Jean Cochet, je peux vous retrouver la citation. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas... C'est dans un de mes livres, je ne me rappelle plus lequel. De même que Serge de Beketch. Oui, c'est très grave, ça peut même combattre dans une armée. Mais c'est juste après la... Je vous le fais pas dire. Je vous le fais pas dire. Là où c'est le plus surprenant, monsieur Boncard, c'est sur Serge Beketch, je suis un peu plus surpris. Je sais qu'il s'est engagé aussi dans l'armée, j'étais un peu déçu et surpris en même temps. Alors Beketch est un phénomène très curieux. J'ai mis un certain temps à comprendre ce qui se passait avec lui. Bon, lui aussi, c'est un marin. Et je l'ai découvert tout à fait par hasard par un de mes abonnés qui un jour m'envoie le facsimilé d'une page d'une Bible orthodoxe, une Bible juive orthodoxe, en anglais. Alors, il y a une question, ça se passe dans le temps d'Ézéchiel, je crois. Il parle de différents personnages, et il parle d'un personnage habillé d'une longue redingote. Et entre parenthèses, le mot en hébreu, Beketch. Donc, le mot Beketch est un mot hébraïque. Alors, c'était la haute époque
avait commencé à casser la baraque avec la Nouvelle Droite, Beckett, Abetanoir, Desselier, la Gnose, tout le tralala et tout ce qui tournait autour de ces fauchetons. Et je me suis fait un plaisir d'envoyer le truc à Beckett, qui m'a répondu par une bonne... Il n'a pas démenti, mais envoyé une ordre d'injure que j'ai toujours. Ah, quand même. Même d'injure. Ah oui. De toute façon, il ne suçait pas de la glace. Que Ploncard est à sac, alors il avait trouvé des origines que l'un voulait dire merde, l'autre, etc. Mais de ce type-là. Et vous savez, j'avoue que c'est très réjouissant de voir comment, quand vous avez accroché quelqu'un, il n'est capable que de vous répondre comme ça. Oui, ça me convient. C'est la démonstration. Bien sûr. Voilà. Est-ce que vous croyez qu'il y a des juifs qui se rendent quand même compte de ce que vous avez dit à ces petits juifs qui ont disparu? Oui, il y en a. Oui, il y en a des modernes et des plus anciens. Prenez Bernard Lazare. Bernard Lazare, qui est un écrivain et historien juif. Vous voyez, je crois que vous connaissez Bernard Lazare, non? Bon. Et Bernard Lazare, donc, qui a été un historien juif et qui a été un des défenseurs de Dreyfus. Dreyfus, vous savez tous qui est Dreyfus. Bon. Hein? Oui, quand même. Oui, quand même. D'accord, vous me rassurez. Donc, c'est pas n'importe qui, défendeur de Dreyfus. Et qui a écrit un livre qui s'appelle « De l'antisémitisme », dans lequel il dit à peu près ceci textuellement. D'ailleurs, ça traîne dans plusieurs de mes livres, parce que la citation est tellement belle que je la répète à propos et hors de propos, dans lequel il disait « Si de tout temps, dans des pays distincts les uns des autres, régis par des religions différentes, etc., le peuple juif a eu des problèmes, c'est que les causes premières de l'antisémitisme résident dans le peuple juif lui-même. C'est ravageur. C'est ravageur. Lui-même était juif aussi. Hein? Lui-même est juif, je crois. Oui, tout à fait. Ça prend surtout leur... Alors, vous avez, par exemple, Israël Chaak aussi, actuellement. Il y en a, bon, il y en a d'autres, je ne les connais pas tous, c'est évident. Mais il y en a qui sont conscients qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que je crois que insister sur le rôle de la haute juiverie qui fait son beurre au détriment des malheurs qu'eux-mêmes ont provoqués et dont vont être victimes leurs petits coreligionnaires est une façon, d'une part, de faire passer beaucoup de choses sans être poursuivis et en s'alliant, en espérant s'allier tout de même les petits juifs pour leur dire, écoutez, vous êtes des imbéciles, vous ne vous rendez pas compte, ceux qui vous représentent, ceux qui vont nous attirer comme foudre sur le crâne. Parce que l'histoire d'Hitler, à mon avis, c'est pas terminé. Alors Hitler, ne me faites pas dire que je suis pour Hitler, parce que sans cette espèce d'énergumène, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. L'Europe serait nationaliste, il aura tout fait pour donner l'occasion aux conjurés de la démocratie pour déclencher la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi, sous prétexte de lutter contre le nazisme, à écraser toutes les révolutions nationalistes qui avaient émergé en Europe. Donc ça n'a pas été un cadeau pour nous, et je veux bien préciser aussi une chose, c'est que dans l'histoire du Troisième Reich, il y a eu deux époques. Une première époque qui est allée jusqu'au Concordat, signé en 1933 entre le ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich, von Papen, qui était catholique, et le représentant du Vatican, le nonce à Berlin, qui était le cardinal Pacelli, le futur Pie XII. Et qu'est-ce que cela avait donné au nom de ce concordat? Que l'enseignement de la religion catholique était admis dans les écoles allemandes. On ne peut pas en dire autant aujourd'hui en France, sous la laïcité apaisée de M. Sarkozy. Donc vous voyez, il faut bien faire la différence entre les deux. Il y a eu une évolution dans le régime, et cette évolution, on peut la... Alors,
Pie XI a eu une énorme responsabilité. D'une part, il a eu la première responsabilité de la condamnation de l'Action française, qui était encore un complot contre les forces nationalistes qui agissaient en France, un complot maçonnique, aidé par le cardinal Andrieux, vous connaissez ça, l'histoire des Cristeros au Mexique, où Pie XI a laissé tomber les Cristeros après les avoir quelque peu soutenus face au gouvernement maçonnique mexicain. Ils ont été massacrés. Et puis, Pie XI se déclarant intellectuellement sémite. Spirituellement sémite, exactement. Spirituellement sémite. Tout ça, ça a différentes choses. Et puis, il y a eu toute la poussée de l'aile qui était très minoritaire au début, pagano-athée, du Troisième Reich, qui est monté en puissance et qui a complètement fait dévier la ligne première du Troisième Reich. Moi, ce que j'admire dans le Troisième Reich, par exemple, c'est, d'une part, le Concordat, qui était une bonne chose, qui permettait de stabiliser l'Europe, et la façon dont Hitler a remonté 100 pays en 3-4 ans. C'est fabuleux. Donc, tout n'est pas à jeter, il est évident que tout n'est pas à accepter. Sans même rentrer dans les détails de faisabilité ou non-faisabilité de la Shoah. À propos de Shoah, d'ailleurs aussi dans les discussions, n'oubliez pas, quand on vous parle de chambre à gaz, spécifiez bien, chambre à gaz, homicide ou non. Tout est là. Et puis aussi un autre argument, comment brûler des corps quand on n'a plus de pétrole pour faire avancer ces chars d'assaut. On a des arguments. Donc, vous voyez, il faut essayer de rester juste. Parce que ce n'est que comme ça qu'on peut convaincre. Il ne faut pas apparaître fanatique. Il faut rester calme dans toute discussion. Contrer l'adversaire avec des exemples qui sont démontrables, qu'il peut retrouver. Et c'est comme ça que vous pouvez remporter l'adhésion. Alors, il y aura des gens qui ne voudront jamais comprendre parce que ça les dérange et qu'ils ne veulent pas aller plus loin. Mais vous savez, c'est comme le pêcheur, hein, il pêche des quantités de poissons, il y en a qui sont utilisables et d'autres qui ne sont pas utilisables. Entre autres choses. Oui, précision, monsieur le président Lassac, concernant la Deuxième Guerre mondiale, c'est Churchill qui a poussé à la guerre. Bien sûr. Hitler ne voulait pas la guerre. Ça, tout à fait. Il faut le savoir, c'est très tout à fait. Non, il ne voulait pas la guerre, mais enfin, le gros malin, c'est tout de même mis en condition de se faire déclarer la guerre. Parce qu'il y a eu l'histoire des Sudètes, l'histoire du corridor de Danzig, il savait quels étaient les accords, les alliances avec la France et l'Angleterre. Donc il était fatal que les autres ne cherchaient qu'un prétexte pour lui tomber dessus. Alors là aussi, vous pouvez faire un test très facile autour de vous, en posant la question, qui a déclaré la Deuxième Guerre mondiale? Vous verrez le nombre qui vous diront, mais l'Allemagne, bien entendu. Et non, c'est pas vrai. Il y a la Troisième République aussi. Et la Troisième République, bien entendu. Non, il voulait reprendre, il veut reprendre les territoires qui lui ont été volés. Mais, évidemment, mais il y a un temps pour tout, il a voulu aller trop vite. Et alors, ce qu'il y a de absolument désespérant, c'est que lui-même, dans Mein Kampf, fait le reproche à Napoléon d'avoir fait la campagne de Russie. Il a refait exactement les mêmes erreurs. Autre question? Je veux revenir sur votre principe là, de cellules, de réflexion, de développement et de structuration. Ce que vous dites, il faut s'inspirer de ce qu'ont fait les communistes, ça me fait beaucoup penser à ce que disait Roland Gaucher, aussi dans son ouvrage sur l'histoire qui était un des anciens d'ailleurs. Il en a été. Et qui a fait exactement la même critique. Est-ce que vous pensez comme lui qu'il y a eu des rendez-vous manqués dans le nationalisme français, 34, l'après-guerre, dû justement à des manques de structuration, à des manques de formation intellectuelle, etc. Ah, c'est certain. Ah, c'est certain. C'est certain. Le monde catholique, ce qu'on appelle les nationaux aujourd'hui, je ne parle pas des nationalistes, parce qu'il y a tout de même une différence. Pour comprendre ce qu'est le nationalisme, il faut déjà avoir une bonne connaissance de ce qu'ont été les ouvrages d'Édouard Drummond et ce qu'a été la première action française de l'entre-deux-guerres, fin du 19e et début du 20e siècle.
Ça, c'était vraiment un nationalisme social. Après, ça a un petit peu dévié, après le départ de Valois. Vous connaissez l'histoire? Non? Bon. Et ça a dévié, mais tout est là. Le nationalisme, d'abord, est fondamentalement, de façon nécessaire, social. Pourquoi? Parce que sans justice sociale, vous ne pouvez pas avoir d'unité nationale. Et sans unité nationale, vous n'avez pas de nation forte. C'est pour ça que le libéralisme, comme le marxisme, pousse à la guerre des classes, à la lutte des classes. Est-ce que vous ne croyez pas que la Shoah, qu'elle soit une réalité ou non, c'est devenu la bonne conscience, le paravent qui cache toutes les destructions du patrimoine, massacres au phosphore blanc, à l'atome, etc., de millions de civils? Mais c'est évident, c'est évident. Et ça continue aujourd'hui. Bon, c'est plus au phosphore, mais c'est par le biais de la télévision, toute la littérature, tout ce qui est proposé à l'école, à l'université. Là, si vous ne réagissez pas à tout l'endoctrinement que vous attrapez à l'école et à l'université, vous êtes perdu, vous n'en sortirez pas. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, et j'ai répété d'ailleurs à plusieurs reprises, première chose à faire, apprendre à votre interlocuteur à douter de tout ce qu'on lui a appris. C'est fondamental. En lui disant, mes chers amis, bon, je sais que tu es un honnête garçon, ou tu es une honnête fille, si c'est une jeune fille, ou une dame, je ne doute pas que intellectuellement tu es honnête, mais tu ne te rends pas compte que tu es manipulé. Et vous essayez de lui faire comprendre toutes les contradictions de ce qu'on lui a appris. Dans vos références nationalistes contre-révolutionnaires, vous citez Albert Demain. Comment? Vous citez Albert Demain comme grande figure sociale et nationale en même temps. Par rapport à d'autres personnages comme la Tour du Pin, comment vous le situez par rapport au ralliement qu'il a accepté? Très bonne question. Le ralliement. Très bonne question. Je ne suis pas très tendre pour Albert Demain. Albert Demain, c'est encore l'exemple des dégâts que peut faire la discipline militaire. Albert Demain était un militaire. Et quand Léon XIII a ordonné aux catholiques français de se rallier, c'est Albert Demain, qui était tout de même un des grands dirigeants de la réaction légitimiste en France, qui a appuyé Léon XIII et qui a fait accepter le ralliement. Donc je ne suis pas du tout un partisan d'Albert Demain, même s'il a eu de très bons textes avant. Il a avalisé ce suicide de Léon XIII, et d'ailleurs, je ferai remarquer une certaine chose à certains tradis d'aujourd'hui, c'est que je ne vois pas pourquoi il s'excite contre Benoît XVI ou Jean-Paul II, etc., en les traitant de non-pape ou de ceci ou de cela, alors que Léon XIII, compte tenu de l'époque, a fait bien pire avec le ralliement. Le ralliement est une époque fondamentale dans la destruction de la chrétienté et de la nation. Est-ce qu'on peut situer la date, M. Montarassac? Situer la date, je n'ai pas la Léon XIII. À quelle date s'est passé? Quelle date? Léon XIII? Oui. La date exacte. 1980, quelque chose. Oui, c'est dans les années. C'est fin du 19e. Fin 19e. Fin 19e. Fin 19e. Il avait surtout son secrétaire, Ron Paulin. Alors, justement, et là aussi, on voit toujours l'intérêt que les francs-maçons ont à avoir des gens bien placés auprès des décideurs. C'est que le secrétaire d'État, comme on l'appelle, de Léon XIII, était un certain cardinal Rampolla, un noble italien d'ailleurs, que l'on a découvert être franc-maçon et membre de l'OTO, Ordo Templi Orientis, qui est une obédience qui avait été non pas créée, comme croient certains, par l'homosexuel franc-maçon anglais Aleister Crowley, c'est lui qui l'a développé, mais c'est pas lui le créateur, et Aleister Crowley, donc, qui a développé cet Ordo Templi Orientis, dont on en voit la résurgence aujourd'hui,
chez un garçon qui s'appelle... Charlie Violmeta, non? Boucher. Qui a dit Boucher? Bravo. Christian Boucher. Exactement, Christian Boucher, que l'on voit naviguer dans nos milieux, qui est un des cadres du Front National. Ah, oui. Ah, il prétend comme nationaliste. Hein. Oui, vous avez lu son bouquin, Les Nouveaux Nationalistes? Non. Là, je vous garantis. Il se présente comme nationaliste. Hein. Il se présente aux gens. Pro-homosexuel, pro-pédophile, c'est tout à l'envers. C'est tout à l'envers. C'est tout à l'envers. C'est fabuleux. D'ailleurs, cet individu ne m'a jamais répondu. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que beaucoup m'injurient, mais aucun n'est capable de me répondre dialectiquement sur ce que je dis sur base de leur propre texte. Ils ne peuvent pas. Une question sur la politique d'immigration. Est-ce que vous pensez que le regroupement familial des années 70, c'est uniquement un projet patronal? Ou c'est autre chose? Ah oui, vous avez raison, votre question est judicieuse. On peut se poser la question si c'est uniquement par intérêt patronal. Je pense que les petits malins qui agissent dans l'ombre des loges et arrière-loges se sont dit que c'était une excellente occasion de pousser un peu plus l'immigration chez nous. Je pense que tout ça... Et alors, le patronat était content, donc les beaux milieux étaient contents. Lecteurs du Figaro, Magazine et compagnie. Et donc, tout ça allait dans le bon sens. Leur bon sens. Déjà, en 86, il y a le Bella Ibérique qui a fait jurer au parti de droite de ne pas s'allier avec le Front National. Bien entendu. Déjà, c'est déjà... Bien ça, entendu. C'est un fait, ça c'est pas... Bien entendu. Donc, déjà, ça Bien entendu. Et déjà, le Front National de l'époque n'était plus déjà le Front National du départ. Il ne faut pas oublier tout de même que le Front National a été créé avec des anciens du Parti populaire français de Jacques Doriot et des gens de l'Action française. Il y a un mélange, c'est un peu... Non, il y avait un mélange, mais c'était des nationalistes. C'était C'était des nationalistes. Et puis, petit à petit, ils se sont rapprochés d'éléments gaullistes plus ou moins dissidents. Je me rappelle que le docteur Bachelot, je ne parle pas de la cachalot qui nous a occupés avec les vaccins. Et il y a eu plein, moi je me rappelle, vous savez ou vous ne savez pas, j'ai été un des cadres du Front National quand même, j'étais au comité central et j'étais le responsable pour la Belgique. Donc je les ai bien connus de l'intérieur, d'ailleurs c'est ce qui m'a amené à écrire mon premier livre, Le nationalisme français, la première mouture. C'était un petit livre, un espèce de b.a.-ba pour un alphabète. Je voulais savoir, est-ce que vous avez rencontré Le Pen quand vous étiez dans le Front National? Comment? Quand vous étiez au Front National? Oui. Voilà, vous avez rencontré Le Pen? Je l'ai bien connu, Le Pen et pourquoi? Bien sûr. Et je lui ai dit et répété qu'il fallait absolument qu'il crée une école des cadres. Je l'ai voulu. Le Front National s'est revendiqué souvent des valeurs du gaullisme. Oui, sachant que le général de Gaulle a remis légal la franc-maçonnerie et puis a réinstauré le décret écrit. Tout à fait. En dehors de ça, en 67, 68, il a quitté l'OTAN. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur ce personnage? Personnage de Gaulle. Je crois que pour comprendre De Gaulle, il faut d'abord intérioriser deux choses. Une ambition démesurée et un orgueil démesuré, plus un troisième élément, une lâcheté démesurée. Alors je m'explique. Orgueil parce que, quand il dit je me fais une certaine idée de la France, c'est sa France, c'est pas la France telle qu'elle est. Telle que est le substrat de la France. Et il a été prêt à tout pour arriver. Il s'est allié aux Américains, aux Anglais, bien entendu, à ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la maçonnerie, et on l'a vu, de le rappeler opportunément. Il faut se rappeler de la fameuse déclaration de Zeller, De Gaulle disant à Zeller j'ai rendu la démocratie à la France, la République à la France, je crois, et je ne vois pas pourquoi je ne rendrai pas la maçonnerie. Et il avait tout à fait raison, c'est la même chose.
Et Zeller reconnaissant que c'est grâce à lui, De Gaulle, que la maçonnerie avait repris force et vigueur. C'est quasiment les termes tels qu'on les connaît. Donc on voit très bien le personnage pour arriver, s'étaler à ce que l'on peut appeler, nous, les ennemis de la France. Tout son discours de Brazzaville en 1943 promettant la décolonisation, avec tout ce que l'on connaît depuis comme conséquence. Et puis la lâcheté du personnage. C'est un fait qui malheureusement n'est pas assez connu. Vous le trouverez dans un livre, je ne sais pas si on peut le trouver encore, qui s'appelle La Capture, qui a été écrit par un monsieur que j'ai connu, qui s'appelle Ivaniou, qui s'appelait, parce qu'il est mort malheureusement, La Capture, et qui décrit comment le capitaine de Gaulle, qui revenait après 3 ou 4 ans passés à l'arrière pour une petite blessure, arrive sur le front. Et il est censé remplacer un collègue de même grade que lui, un capitaine qui jusque-là avait tenu sous les bombardements allemands. Passation de pouvoir, et le lendemain de l'arrivée de De Gaulle, son unité se rend, sans combattre. De Gaulle fait lever le drapeau blanc et il est fait prisonnier. C'est historique, ça. Absolument historique. Et alors donc il est fait prisonnier par les Allemands et il se retrouve au Metz, là où il était emprisonné, je ne me rappelle plus où c'était, avec d'autres officiers français, et il se rend compte que d'abord les officiers français étaient très bien traités par les Allemands, que ses collègues on leur avait rendu leur épée d'apparat, et que lui, on ne lui avait pas rendu. Et alors il interpelle un officier allemand, il lui dit, mais comment se fait-il que mes collègues aient leur épée, parce qu'ils devaient faire des dîners, c'était encore une époque d'une certaine chevalerie. Et réponse mortelle de l'officier allemand, vos collègues ont été faits prisonniers en se battant, pas vous. Autre exemple de la lâcheté de De Gaulle. Je ne parlerai pas de l'assassinat de Darlan et vraisemblablement aussi de Giraud, pour arriver. Rappelez-vous, mai 68, De Gaulle, fichant le camp comme un misérable, se met sous la protection du général Massu en Allemagne et laissant Pompidou se débrouiller tout seul. À chaque grande époque de la carrière de De Gaulle, il a toujours réussi à se mettre à l'abri de ce qui pouvait le détruire. Ce n'est que comme ça qu'on peut l'expliquer. Un arriviste forcené et un lâche, sa lâcheté les dents dans ses projets pour se mettre à l'abri. C'est pathétique et c'est le grand patriote dont on nous vante les mérites aujourd'hui. Tout est basé sur le mensonge. Et là, le livre, je crois que vous pouvez le trouver encore en librairie, ça s'appelle La Capture, ça a été publié aux éditions Ulysse à Bordeaux, maison qui malheureusement n'existe plus. J'ai le livre. Et le plus beau, c'est que j'avais déjà entendu cette histoire-là par 2 anciens officiers français, l'un quand j'étais au Portugal, et l'autre par le comte maire de la chevalerie, celui qui avait donné les premiers locaux à Chéré-en-Montreuil. Et ils ne se connaissaient pas les uns et les autres. Il paraît qu'il avait déclaré à Alphonse Juin que c'était normal que la France passe aux communistes. Ah oui, bien entendu. Ben, évidemment. Et toujours dans le sens du vent. Oui. Et il avait effleuré à Staline, qui lui avait répondu, vos communistes, vous ennuient, vous n'avez qu'à les fusiller. Donc voilà, je crois avoir répondu à votre question. Voilà l'exemple de patriotisme que l'on donne aux petits Français. Je veux savoir, pour vous, c'est quel est le meilleur chef de l'État? Le quoi? Le
meilleur chef d'État français. À quelle époque? Non, toutes les époques. Je vous dirai, j'en ai parlé pas plus tard que ce matin, quand on a fait notre entretien, le plus grand roi de France, à mon sens, c'est Louis XI. Louis XI, la façon dont il a réussi à mater les ambitions de Charles Quint et à dompter les lobbies de l'époque, qui étaient la haute aristocratie, qui se disputait le pouvoir royal, c'est extraordinaire. C'est un modèle de politique. Charles le Téméraire. Qu'est-ce que j'ai dit? Charles le Téméraire. Heureusement. Qui va retrouver sous les murs de Nancy congelé. Oui. Il était extraordinaire. Et sa façon d'embastiller, bon, c'était pas la Bastide à l'époque, de mettre en cage le cardinal Lavalu, qui lui aussi avait quelque peu trafiqué avec la haute noblesse. Voilà un homme qui n'avait pas peur d'agir pour le bien du royaume. Et c'est ça, ce sont des hommes comme ça qui ont fondé la nation française. Et ce sont pour nous des leçons. Pour moi, l'Alliance, c'est un modèle. Il n'a pas fondé des foires, il n'a pas développé... Ah ben il a fait beaucoup, au point de vue développement commercial, vous avez raison. Ça a été un bâtisseur en même temps. Non seulement il a su très bien défendre le royaume de France et l'agrandir, mais il a aussi su développer le commerce et les structures commerciales françaises. C'est pour ça qu'on critique beaucoup alors. Bah évidemment, de même que Richelieu. Pourquoi croyez-vous qu'il y a cette espèce de rigolo d'Alexandre Dumas, franc-maçon d'ailleurs, encore un, bon, petit niveau, mais enfin qui a bien rempli son rôle. Prenez les trois mousquetaires, c'est pour démolir Richelieu, l'histoire de la malheureuse Anne d'Autriche, etc., etc. Et voilà, ils sont très forts pour ça. Ils savent très bien démolir. On va dire, comme vous l'avez dit, un chef d'État ancien, chef d'État récent, d'ailleurs. Bon, on n'a pas été souvent au pouvoir là, récemment. Oui, mais dans les années 40. J'ai eu le maréchal Pétain, évidemment. C'est ça que vous vouliez me faire dire. Je n'allais pas dire le contraire, c'est évident. Mais ceci dit, et j'ai un chapitre qui est consacré à Vichy dans le nationalisme français, où je parle de la leçon de Vichy. Ça a été de grands naïfs. Et ils n'ont pas su comment réagir face à l'ennemi. Et d'ailleurs, je cite différents textes de Mitterrand. Vous savez que Mitterrand était un partisan de Vichy, a été décoré de la Francisque son père. Mitterrand qui mettait en garde ses collègues de l'État français en leur disant « Mais vous n'avez rien compris, si vous continuez comme ça, vous allez vous faire massacrer ». Et Mitterrand était considéré comme un dur de Vichy à l'époque. C'est un mourir de rire si on pouvait rire. Donc, quand vous dites le meilleur, bon, Pétain, incontestablement, était plein de bonnes intentions. Je regrette simplement une chose, c'est qu'au moment de la traîtrise anglaise de Mers el-Kébir, il n'est pas décidé un renversement d'alliance. Ça aurait tout changé en Europe. Voilà. Oui, mais avec les Allemands, vous savez, c'était souvent un marché de dupes. C'est toujours un marché de dupes avec la plupart des gens. Ce qu'il faut, c'est être suffisamment solide. Mais enfin, la France de l'époque, même battue par les Allemands en 1940, même avec la traîtrise anglaise de Mers el-Kébir, avait encore toute sa puissance d'outre-mer. On avait quelques monnaies d'échange, y compris énergétiques. Donc si on avait voulu jouer cette carte, elle était parfaitement jouable. Alors vous me direz, discussion de café de commerce, c'est évident. Enfin l'histoire, ça sert aussi pour tirer des leçons. Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, bien, je vous invite, ceux qui ne sont pas abonnés à la politique, à vous y abonner, comme ça vous pourrez suivre nos activités et puis voir la dialectique nationaliste à l'œuvre en fonction de l'actualité, et puis les livres.
On peut peut-être ouvrir la fenêtre maintenant qui est en train de s'embuer avec toute la vapeur que nous dégageons. Toute petite question, si possible. Parce que vous écrivez beaucoup sur les sociétés secrètes, qu'il y a les masses médias, en gros, la démocratie représentative, c'est ça le problème, c'est que la démocratie représentative. Tout à fait. Qu'est-ce que vous conseillez comme régime politique? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, la génération qui va arriver, là? Parce que voter, en gros, ça ne sert à rien. Enfin, tout à fait. Toujours voter. Sauf si on veut faire une partie de billard, on se débarrasse d'une boule en utilisant une autre boule. Histoire des dernières élections. J'essaye d'y répondre avec mon livre Le nationalisme français, et vous avez parlé de démocratie, et justement, la grande distinction à faire, et réponse à faire aux gens qui nous disent mais alors que faire, c'est la distinction entre la démocratie inorganique dans laquelle nous vivons et la démocratie organique, qui est en fait, ce qu'était la démocratie organique à l'époque, c'était les corps intermédiaires et les corporations. Or, quel a été le premier acte de la révolution triomphante? Ça a été d'abolir les corporations. Pourquoi? Mais pour livrer le monde du travail au capitalisme naissant, sans défense. Puisque, en plus de cela, non seulement les corporations étaient interdites, mais ils avaient interdiction de reconstitution de structures de défense du monde du travail. Donc, la démocratie inventée, inorganique, inventée par la Révolution, avait tout planifié. On supprime les structures de défense du monde du travail pour le mettre sans défense sous la coupe du capital. Le capital de plus en plus apatride. Bon, je crois qu'avec ça, si vous n'avez pas un mal de tête, bon, vous avez de la chance. Parce que la Fronde aurait pu gagner aussi. Mais la Fronde, justement, la Révolution française, dite française, a été une revanche de la Fronde. Avec les mêmes familles qui voulaient un peu plus de pouvoir au détriment du pouvoir royal. Et vous voyez, tout se tient, tout s'encadre, tout s'explique d'époque en époque, en époque, en époque. C'est fascinant. À condition de connaître l'histoire un petit peu, à condition de s'y pencher. C'est pour ça que je vous dis, formez-vous et formez autour de vous. On n'en sortira pas, il n'y a pas de potion magique pour faire autrement. C'est pour ça qu'on supprime l'histoire. Et c'est pour ça qu'on supprime les écoles. Non seulement on l'écrit à l'envers, mais on supprime la séquence chronologique de l'histoire pour que les gens, les élèves, ne voient pas la correspondance entre telle politique et tel résultat. Ça vous a rappelé aussi la fameuse méthode globale, oui, qui en fait tout ça évolue, programmé, étudié. Ce ne sont pas des imbéciles. Pas des imbéciles. Surtout pas insulter l'adversaire. Ils savent très bien ce qu'ils veulent et comment y parvenir. Monsieur Pogard-Lassac, oui. Les détracteurs, parce que moi je partage tout à fait l'avis sur la Révolution française. Alors, les détracteurs disent toujours oui, mais s'il y a une révolution, elle vient aussi du mécontentement du peuple. Ah, c'est évident. Je ne vais pas défendre l'ancien régime bêtement. Il est certain. Et là, si je vous ai fait l'apologie de Louis XI tout à l'heure, c'est, disons, en contrepoint avec la faiblesse de Louis XVI. Si la révolution dite française était arrivée du temps de Louis XI ou du temps de Louis XIII avec Richelieu, il n'y aurait pas eu de révolution. Donc tout, par l'histoire de l'humanité, est une question de volonté. Qui veut, peut. Thank you.